Alors moi j'en suis pas arrivé à Cendrillon en tant que tel, mais justement par le texte. C'est-à-dire que c'est plus le texte d'abord qui m'a donné envie de travailler sur cette matière plutôt que l'histoire de Cendrillon elle-même. C'est plus le rapport à la poésie à l'intérieur du texte, la manière dont Walser va écrire une poésie que moi j'appellerais matérialiste au sens très concret du terme. Il va parler de la magie, mais comme la magie de notre quotidien, toutes les petites choses qui font qu'on est humain et qui dépassent un peu notre quotidien plat. Et du coup, j'en suis arrivé à Walser, j'ai commencé à faire des ateliers avec cette matière au départ, sans but quelconque de travail au-delà de ça, parce que je trouvais que c'était une super matière pour travailler avec des gens qui n'avaient jamais fait de théâtre, parce que c'est des personnages qui passent leur vie à se demander pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils font là et comment ils sont arrivés là. Et je trouve que c'est une question qu'on se pose, qu'on devrait se poser à chaque fois qu'on rentre sur un plateau de théâtre, c'est qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi et comment on y est arrivé. Voilà, c'est plus comme pourquoi on désire être regardé, se poser là, est-ce qu'on a quelque chose à dire, etc. Donc c'est un peu la position des personnages et un peu la position de tout acteur qui rentre sur un plateau de théâtre. Donc en fait, quand j'ai fait ces ateliers avec les amateurs, je me suis dit c'était vraiment intéressant de travailler sur cette matière pour se poser les bonnes questions de théâtre avant de se dire je vais incarner un rôle, je vais rentrer dans le prince ou je vais rentrer dans la princesse ou dans la Souillon ou des choses comme ça. Je veux dire d'abord comment j'apparais quoi. Donc c'est ça qui m'a touché. Et en même temps, Walser, il est la force de la proposition qu'il fait, on va dire dans le texte, c'est qu'à la fois il y a une grande virtuosité parce que c'est un texte en vers. C'est un texte qui est pas habituel, on va dire, dans le déroulé puisqu'il se passe presque pas grand chose. Enfin le principe même de la pièce c'est qu'il se passe pas grand chose. Et du coup, l'intérêt était qu'à la fois il était très virtuose et à la fois il était très accessible. Et donc je me disais, il y a tout un champ des possibles grâce à cette matière où je peux travailler avec différents types de gens qui aient fait du théâtre ou non, et ça donnera différents types de travail, mais tous seront pertinents dans leur réalité. C'est-à-dire en essayant de s'échapper un peu d'une esthétique préconçue de qu'est-ce que ce serait mettre en scène un conte, quoi. Et donc au départ j'ai découvert Walser avec les travaux de François Tanguy, qui est un metteur en scène assez important, que j'ai vu quand j'étais à l'école beaucoup, j'ai découvert à l'école, et un metteur en scène du Mans qui est décédé maintenant, mais il mettait toujours des textes à l'intérieur de ces formats qui n'étaient jamais vraiment des spectacles autour d'un texte, et il y avait souvent Walser parce que c'était toujours une valeur un peu métathéâtrale, c'est-à-dire en dehors qui raconte le théâtre aussi, quoi. Au-delà de raconter une histoire, ça raconte qu'est-ce que c'est faire du théâtre. Et donc j'ai découvert ça par ces spectacles. Et puis j'ai commencé à lire et ça m'a vraiment plu. Et voilà, j'en ai fait des ateliers. Et de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas en faire un projet. En général, chez Walser, en fait, ce qui est intéressant dans la figure de cet auteur, c'est que c'est un marginal. Enfin, on le considère comme marginal, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment eu de succès de son vivant, il n'a jamais vraiment pu faire exactement ce qu'il voulait, et pour autant, il a toujours écrit, et de plein de formes différentes. Et il a notamment fini sa vie, mais une grande partie de sa vie en asile. Oui, on appellerait ça asile, mais en maison de repos, quoi, concrètement. Et plus d'une vingtaine d'années, je crois, et jusqu'à ce qu'il meure dans la neige, au cours d'une promenade, etc. Mais même en asile, il continue à écrire sur des tout petits éléments comme ça, on appelle ça les microgrammes aujourd'hui. Et il écrivait des histoires sur des timbres-poste ou sur des tout petits bouts de papier qu'il pouvait trouver un peu n'importe où. Donc en fait, il y a cette espèce de chose chez lui, de l'artisanat quoi qu'il arrive, et de la marginalité. Par exemple, quand il va écrire des choses sur le théâtre, il écrira jamais comme un critique, il écrira jamais comme un dramaturge. Il a vraiment une manière à lui d'écrire qui est à la fois un peu intérieure et extérieure de la société. Il va toujours regarder la société avec un regard périphérique. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et du coup, la société, c'est à la fois le rituel théâtral que les rôles qu'on joue tous les jours dans notre vie, quoi. Donc en fait, c'est un peu cette chose-là. Donc oui, il y a cette chose-là de monter un petit théâtre, de faire un peu de l'artisanat théâtral le centre de la question. Parce que ça fait partie de son écriture et ça fait partie de sa vision du monde aussi.
Donc c'est vraiment pour ça que c'est une figure en général, hein, au-delà de Cendrillon, d'écrivain très très intéressante et très touchante parce qu'en fait elle peut toucher, par sa marginalité, elle va toucher des gens qui trouvent pas leur place dans la société et par sa virtuosité, il a été reconnu par ses pairs. Walter Benjamin disait de lui que c'était un très grand écrivain, il disait de Cendrillon que c'était une des plus belles choses qu'il avait lues. Enfin, voilà, il a été étudié aussi beaucoup, mais pas post-mortem, mais presque, quoi. Ça a été euh, une reconnaissance un peu périphérique toujours, quoi. Son frère était décorateur de théâtre à Berlin. Il a essayé de faire du théâtre. En fait, Walser, il a essayé vraiment sincèrement d'écrire du théâtre et puis de jouer aussi. Et ça a été un échec cuisant à chaque fois parce que la société de son époque avait des codes de théâtre qui n'étaient pas du tout les siens. Donc aussi, il étudie les codes de théâtre de son époque, euh, qui sont un peu éloignés des nôtres aujourd'hui. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il y en a une multiplicité. Je veux dire, on est passé dans le post-dramatique, etc. Donc en fait, à un moment, on a beaucoup dit que c'était immontable. Walser lui-même disait que, a priori, ses pièces, elles étaient immontables, ou peut-être avec de la musique, il disait quelque chose comme ça, qui ferait que ça ferait passer la pilule, en fait, de ce manque d'action, ou en fait, de ce manque de forme établie, quoi. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, après toutes les histoires européennes et même mondiales de théâtre qu'on a vues, que ce soit après Artaud, après Gruber, enfin après des grands, quoi, après même des grands penseurs postmodernes, on est arrivé à un moment où Walser il retrouve une sorte d'évidence et il nous permet de regarder un peu de biais ce qu'on est en train de faire en tant que création théâtrale en général, quoi. Ce qu'on a à proposer en fait. Oui, puis là, comme tu le disais, par rapport au travail de François Tanguy, où on pourrait remonter plus loin, ou celui de Cantor, oui, voilà, exactement. Cette manière de mêler anecdotique et poétique, finalement, aujourd'hui, Enfin, c'est ce qu'on appelle le théâtre d'art, qui est peut-être en train de... C'est aussi ça les questions qu'on peut se poser, c'est de se dire qu'est-ce qui nous reste de ce théâtre-là. Enfin, je veux dire, on arrive à mettre des noms, mais est-ce qu'on arrive à tirer un fil jusqu'à... Aujourd'hui, il y a Castellucci encore, ou des gens comme ça qui travaillent. Il y avait Régis, il y avait Tanguy, il y avait... Cantor, c'est une grande... Je pense que Cantor, je pense qu'il connaissait Walser, mais c'est une grande... ça pourrait être une grande... en tout cas, un grand lien, parce que justement, il y a cette chose de toujours faire du théâtre, une représentation du réel, mais complètement détournée, avec des figures marionnettiques. Enfin, il y a cette histoire, par exemple, de la marionnette à l'intérieur de Walser, elle est très importante. Sans dire qu'on fait un théâtre de marionnettes, il y a un truc sur le corps pantin, c'est-à-dire le corps un peu vidé de son essence, et en même temps en fait, c'est des figures qui se réveillent d'un conte, ils savent qu'ils ont un rôle à jouer, mais par contre ils découvrent un espace illimité à l'intérieur duquel ils sont ni vraiment leur rôle, ni vraiment inertes. Et du coup, c'est tout cet espace-là, Cendrillon. C'est comment on va arriver au rôle depuis l'inertie d'un corps mort ou d'un corps de marionnette, quoi, qui doit être rempli de quelque chose. Mais ils dépassent leur rôle. C'est-à-dire qu'ils arrivent en fait à faire le tour de leur rôle de manière à voir comment ça pourrait se remplir d'humanité vraiment. Et l'humanité, là, chez Walser, ça devient vraiment le contradictoire. C'est-à-dire que c'est tous les éléments qui nous constituent, c'est pour lui, je pense que le plus humain de la chose, c'est la contradiction, quoi. Et c'est là où c'est ultra dur à travailler, c'est là où c'est très virtuose, c'est qu'il n'y a pas de réponse. On peut juste lancer des pierres, voir qu'est-ce que ça touche, comment on rebondit avec ça, mais il n'y a pas de réponse établie et il n'y a pas de bon et de méchant, quoi. Ou alors s'il y a des méchants, ça va être les personnages secondaires, on va dire, qui pressent un peu Cendrillon et le prince d'accélérer et de retourner dans leur petite boîte de personnages. Mais ce sera des méchants parce qu'ils refusent de penser leur propre situation. C'est pas tant des méchants intrinsèquement, c'est juste qu'ils acceptent leur rôle tel qu'ils sont et puis ils cherchent pas à aller plus loin, quoi. Et justement, à partir de
de cette dramaturgie qui se dessine autour de Cendrillon de Valzer, comment ça va se traduire après concrètement, c'est-à-dire à la fois sur l'adaptation du texte, enfin, voilà, c'est forcément une chose particulière, mais aussi comment vont se dessiner les corps de ces personnages. Euh, Dans son ensemble, du coup, on a choisi de faire un travail hors les murs. Ce qui veut dire, parce que ça implique un peu la scénographie, c'est parce que en fait on a choisi aussi de faire un dispositif immersif en réalité. Parce qu'on voulait travailler en circulaire, ou plus ou moins circulaire, tu vois, on va être dans du trifrontal ou dans un demi-cercle, enfin voilà, l'idée c'était d'arriver à avoir un peu cette situation de, on n'est pas avec une scène, un quatrième mur et puis un public de l'autre côté. Mais d'inclure le public à l'intérieur de la proposition. Parce que, donc ça c'est une des propositions. On a décidé de le faire hors les murs pour cette raison-là, parce que c'est toujours plus dur de faire ce genre de situation dans des salles, a priori qui sont équipées, voilà, avec un gradin, etc., etc. Mais on a aussi choisi de se dire, comme ça va être un dispositif immersif. À l'intérieur de ça, il va y avoir donc 2 acteurs professionnels qui sont Achille Reggiani et Leila Muse qui vont interpréter Le Prince et Cendrillon. Donc pour donner un petit peu, pour pouvoir moi assouvir mon désir, on va dire, de direction d'acteur sur ce projet-là, c'est-à-dire d'avoir ce rapport à cette virtuosité, c'est-à-dire aller très loin avec eux dans la proposition, puis voilà, après on verra comment on égalise tout ça. Et tous les personnages secondaires qui tournent autour de ces 2 piliers, ça va être, vont être joués par des amateurs. Des gens qu'on a rencontrés là au cours de cette année à Béthune, qui vont nous suivre pendant la tournée. Et ce principe, il vient du fait que justement on voulait encore accentuer l'immersion dans le dispositif, c'est-à-dire qu'il fasse le lien finalement avec le public, comme si en fait on connaît tous Cendrillon, le principe étant que même les personnages connaissent la pièce, on peut se dire les gens arrivent à voir Cendrillon, ils veulent voir un roi, ils veulent voir 2 sœurs, alors est-ce que c'est pas le public qui intervient en disant bah maintenant il y a les sœurs qui viennent et elles disent à Cendrillon de se bouger un petit peu, quoi. Donc en fait c'était un peu continuer ce truc d'immersion. Et comme Balzer il fait un peu descendre les figures à notre égalité, puisqu'il les fait devenir humaines, on va dire, entre guillemets, c'est comment tirer justement ces 2 acteurs qui veulent jouer ces rôles vers nous. Et donc pour accentuer encore cette immersion. Et après, pour figurer en fait les corps, il va y avoir 2 systèmes. Les acteurs qui joueront Le Prince et Cendrillon vont avoir des costumes évolutifs, mais plutôt des vrais costumes. Enfin, on va voir qu'ils jouent des rôles, quoi. Et les rôles secondaires vont être représentés par des éléments, comment dire, des éléments un peu marionnettiques, un peu plus de l'ordre de l'objet. Ça va pas forcément des choses qu'on va pouvoir enfiler, mais plus qu'on va pouvoir déplacer et qui vont symboliser en fait les personnages secondaires, le roi, les sœurs, le comte, enfin voilà. En gros, tout le dispositif est pensé de manière à la fois qu'ils soient toujours sous les yeux, ces personnages secondaires, et à la fois qu'on puisse aller les prendre, les jouer un temps, puis les reposer dans un coin, et en fait ils sont toujours là comme des fantômes de cette histoire, quoi. Et nous, public, de la même manière, on est là comme des gens qui attendons que se déroule cette histoire de Cendrillon. C'est assez drôle parce que souvent on oublie un peu qu'est-ce que c'est Cendrillon. C'est-à-dire qu'on connaît un peu les grandes idées. Enfin moi-même, en fait, à part le film de Disney, cette adaptation de Balzer et puis des choses comme ça, j'avais jamais vraiment lu les Grimm ou Perrault, mais on a tous une idée de qu'est-ce que c'est Cendrillon. Du coup, j'aime bien cette chose-là de se dire. Ce côté immersif, c'est aussi quel rôle a joué le public à l'intérieur de ça, c'est sa connaissance a priori de ce conte, et du coup ses attentes, et est-ce que ces attentes vont être comblées ou déçues ou déplacées, et en fait ça va être en permanence ce jeu-là qu'on cherche en fait, c'est-à-dire qu'avec cette porosité entre le public et la scène, est-ce qu'on remplit les attentes, est-ce qu'on remplit
le déroulé du conte habituel, est-ce qu'on arrive avec un début, une fin, tout ça, Walser le met enfin, il excite un peu les éléments comme dans une sorte de potion magique, si tu veux, je n'avais pas d'autres mots, mais ouais, voilà, de potion magique, quoi, il l'excite comme dans un tube à essai, quoi. Il mélange les choses, il voit comment ça finit, et puis il replace tout ça, et il fait son dressage de plateau, quoi. Et du coup, nous, on l'a pensé un peu comme ça. Et on le pense comme ça toujours, en se disant, et après, bon, pour accentuer le côté immersif, alors, on est hors les murs, donc on veut travailler aussi avec l'architecture des lieux, parce que, en fait, de la même manière qu'il va développer une humanité chez les personnages par la contradiction, il va aussi développer le lieu. Walser, il crée ce que Peter Utz, qui est un penseur, sur Walser a appelé l'espace sonore, c'est-à-dire par la parole et par la poésie, en fait, se développe un troisième espace qui n'est ni le public ni la scène, mais un espace un peu imaginaire qu'on ne voit pas vraiment, mais qui traverse la parole. Par exemple, le prince va dire que le sol tangue sous ses pieds, qu'il y a une lueur qui flotte sur le mur, et qu'il y a des odeurs de roses qui sont dans l'espace. Et bien toutes ces choses-là, l'idée c'est pas de l'illustrer, mais parce que sinon la parole a plus de vertu, et puis c'est un peu simple, quoi. Donc c'est plutôt de développer l'imaginaire des gens, de proposer une situation dans laquelle on est de regard qui est un peu différente, qui est celle de la représentation, et en fait de se connecter via cette poésie, et via cette poésie concrète justement, et d'essayer de se développer ses sens, quoi. Donc en fait il y a quelque chose dans l'immersif, on va aussi travailler sur le son, beaucoup. Avec Mathieu, qui est le créateur sonore, on travaille sur des vibrations, enfin c'est pas forcément des musiques, ça va être des vibrations, enfin beaucoup un espace qu'on appelle vibratoire, voilà, qui par exemple le conte qui va venir parler, on va pas forcément comprendre ce qu'il dit, ça va être plutôt des éléments qui vibrent, et il y a quelqu'un qui va traduire, par exemple, ça peut être des choses un peu décalées comme ça, qui font de la mise en situation un peu de spectacle, ça crée une proposition artistique, mais qui n'est ni directement celle de Walser, enfin qui est inspirée de celle de Walser, mais qui crée un moment ici entre nous, quoi. C'est cette chose-là immersive qu'on cherche un peu sur tous les niveaux, quoi. Comme tu le disais, là, le spectacle va être créé donc dans des lieux qui ne sont pas a priori des salles de théâtre, Ouais. qui peuvent être des salles des fêtes, et voilà, Ouais. dans le cadre de l'itinérance à la commune de Béthune. Donc ça va jouer dans d'autres communes autour de Béthune. Ouais. Et tout le travail en amont, parce que là, tu parlais des acteurs et des actrices amateurs qui viendraient participer et prendraient les signes, en tout cas, des personnages secondaires. Tout le travail en amont qui a été fait par les ateliers démocratiques, du coup, est-ce que tu peux revenir un peu dessus, sur ce que tu avais en tête par rapport à ça? Alors effectivement, on a mis en place des ateliers démocratiques dits extraordinaires parce que ils étaient centrés sur la création et parce qu'ils étaient hors les murs. Donc ça reprend le principe d'atelier démocratique qui est mis en place ici à la Comédie de Béthune les lundis soirs, tout en étant fléché sur la proposition. Donc en fait j'ai repris un peu la trame que Cédric Gourmelon m'avait dessiné sur qu'est-ce que c'est un atelier démocratique pour lui. Donc le principe de l'atelier démocratique, ça va être surtout de ne pas avoir d'inscription et que les gens peuvent venir comme ils le veulent. Donc nous, moi ça m'a mis un petit peu dans des situations différentes à chaque fois, de pas savoir combien de personnes tu vas avoir devant toi, est-ce que ça peut être 40 ou 15. Mais le principe, c'était de rencontrer des gens autour de la matière. Donc, par exemple, dans les ateliers démocratiques jusqu'à présent, on en a fait 3. L'idée, ça n'a pas été de leur donner directement des rôles, les rôles secondaires, mais plus de leur faire comprendre un peu les enjeux de la pièce. Donc en fait, bêtement, de faire découvrir. Donc je l'ai pris comme je l'ai pris avec les acteurs au départ, quoi. En gros, on a découvert la matière. L'idée, c'était de rencontrer un maximum de personnes, de tous âges, de toute classe sociale, de toute pratique ou non de théâtre, enfin tu vois, très diversifié. Et puis à chaque fois, surtout sur les lieux dans lesquels on va jouer, ce qui est vraiment intéressant. On a fait ça à Lillers, on va jouer au Palace, on a fait ça à Marle, à la Maison pour tous, et puis on a fait ça aussi à Rebreuve-Ranchy-Courdivion, c'est la seule commune où on va pas le faire.
L'idée c'était de rencontrer des gens locaux aussi, à la fois les gens qui vont venir jouer parce qu'il va falloir s'engager sur un plus long terme, et à la fois les gens qui viendront voir ensuite juste la création, mais en fait conscients de cette chose-là. Et à chaque fois on avait une quarantaine, une trentaine de personnes qui sont venues, donc c'est déjà une part du travail, à la fois la rencontre locale, à la fois la rencontre de gens qui vont potentiellement travailler avec nous, et puis voilà, donc ça c'était les ateliers démocratiques extraordinaires. Puis on en a un dernier qui ressemble plus à un stage qui va venir en mars, et qui celui-là réunira tous les gens qui ont participé, enfin tous ceux qui veulent peut-être continuer ou peut-être s'arrêter, mais qui sont pas encore, ils savent pas exactement dans quelle situation ils sont. Donc ça se passera à la Comédie, et là ça va plus être appliqué sur les personnages à pourvoir, donc ça demande une adaptation, et en fait on va faire une distribution entre guillemets, c'est pas vraiment une distribution parce que ce que je racontais tout à l'heure sur les amateurs, c'est que finalement ils font partie du public et on peut diviser les rôles, et on peut, donc il y a cette porosité là, je veux la garder. Donc je veux pas me limiter à dire toi tu vas faire le roi et toi tu vas faire tel personnage. Toi tu fais le roi, mais lui il fait le roi par son corps parce qu'en fait il est plus à l'aise avec le corps, il sait pas apprendre un texte, ou il veut pas apprendre de texte. Enfin voilà, cette répartition elle va se faire au feeling. Et la particularité de cette chose-là, parce que c'est une pièce qu'on va tourner après dans d'autres endroits, c'est qu'ici ils participent à la création. Vu qu'on est en création, en fait, ils vont participer pendant 2 semaines et 5 jours avec nous jusqu'à la première. Ils vont être là à, selon leur disponibilité, à partager avec nous les tergiversations de qu'est-ce que c'est une création théâtrale. Dans le sens où moi, j'arrive pas avec un truc écrit en disant t'as 3 phrases et tu te mets là et et après tu te tais et tu t'assois. C'est en fonction des personnes que j'aurai devant moi. Et après, je pense que sur les tournées, on va dire. De ce spectacle, ce sera plus, on va réappliquer plus ou moins quand même, parce qu'on aura moins de temps avec les amateurs, on va réappliquer ce qu'on aura trouvé avec les premiers amateurs, quoi. Donc c'est là où c'est assez joyeux pour les gens qui vont participer avec nous, c'est qu'ils vont vraiment participer à la création et qu'on va vraiment s'inspirer d'eux. On va vraiment se nourrir de leurs propositions et de leur présence. Enfin moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Et pour faire ça, je travaille avec Yumi Fujitani, qui est la chorégraphe entre guillemets du spectacle, en fait, qui travaille le corps et qui est quelqu'un d'assez habitué à travailler, on va dire, à mettre en valeur des corps différents, et justement à ne pas appliquer des recettes toutes faites selon les profils des gens, quoi. Et donc ça va être ça le grand travail. Ils vont beaucoup travailler avec Yumi aussi pour trouver comment en fait eux ils ont envie de raconter la chose avec leur corps, avec leur présence, comment valoriser leur présence, et faire des mini travails pour que en fait ils explosent sur scène et que ce soit beau, quoi, aussi. Donc voilà, c'est tout un champ de travail avec eux qui s'annonce, qui est commencé avec les ateliers démocratiques extraordinaires, puis qui continue sur ce stage, et puis qui se finira au moment de la création, quoi. Donc c'est vraiment, ça va être la découverte aussi pour nous de ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça, quoi.